c'est Anaïs de la chaîne Coups tes rêves. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Vous l'avez peut-être remarqué, mon dernier bilan couture date du mois d'août. Donc j'ai quelques mois à rattraper. Mais en vrai, j'ai pas cousu énormément. C'est pour ça que j'ai attendu autant de temps pour vous proposer un bilan. C'est que j'avais pas assez de choses à vous montrer. Donc là, on va aussi remonter un petit peu dans le temps parce que la première cousette que j'ai à vous montrer, c'est un test auquel j'ai participé cet été pour la marque Jour de Couture. Et c'est un kimono. Je vais vous mettre une petite vidéo pour vous illustrer le patron. Donc ça va peut-être vous rappeler des souvenirs de cet été puisque j'étais au bord de la piscine. Donc après ces images, vous avez pu voir que le test était un kimono simple, accessible et intemporel. Il y a plusieurs versions proposées, notamment avec des manches longues et une finition avec un bord de manche, mais aussi des manches droites ou des manches flottantes. Donc les manches flottantes, ce sont les longues manches qui flottent au niveau des bras et qui peuvent être très sympas selon le style que vous voulez donner à votre kimono. Kimono qui peut aussi se porter en robe, ceinturée, elle vous propose une ceinture hobby en cadeau. Le patron va du 34 au 56 et pour ma part, j'ai choisi le 34-56. Comme j'étais en vacances, j'avais emporté 3 mètres de tissu en viscose, donc j'étais limitée par cette quantité-là. J'ai dû choisir la version la plus courte du kimono, raccourcir les manches, de toute façon elles étaient trop longues pour moi donc j'ai raccourci les manches et j'ai pas mis les finitions bracelet de manches. Au niveau de l'encolure vous avez aussi une bande de finition que vous pouvez assortir à votre tissu ou bien utiliser contrasté. Vous avez donc vu ma version été mais vous pouvez très bien vous en faire un pour la maison, pour mettre en robe, il y a vraiment plein de versions qu'on peut faire. Et j'ai demandé, comme on avait un groupe avec les testeuses, si je pouvais utiliser leurs photos pour vous montrer un petit peu les différentes versions possible. Donc je vous fais défiler quelques photos pour vous montrer ça. On peut le porter comme un simple kimono ou alors comme une robe avec la ceinture. Marielle, la créatrice, vous propose un tuto vidéo pas à pas. Donc le kimono déjà en lui-même est très simple, mais en plus vous avez la vidéo comme support. Ça peut être très bien pour des débutants. Pour les prochains projets que je vais vous montrer, il va y en avoir 3 qui sont de la marque Munasu, dont 2 box. Donc la suivante c'est celle que je porte sur moi. C'est le t-shirt vice versa de la box de septembre. Le patron va du 34 au 58 et pour le tissu qui était proposé dans la box, qui est un jersey smoké, qui est vraiment très original, on nous conseillait de prendre une taille en dessous de la nôtre. Comme vous pouvez voir, c'est un t-shirt avec une encolure en V et boutonné devant, mais en fait, comme son nom l'indique, on peut le porter sur le devant ou sur le dos, on peut même le porter ouvert comme un gilet. Donc c'est vraiment un 3 en 1. Ce t-shirt a des manches 3/4 et je le trouve vraiment très facile à porter et hyper confortable. Pour vous raconter la petite histoire de ce t-shirt, je l'ai découpé juste avant le week-end couture chez Marion. C'était le soir en panique parce qu'en fait ça rentrait pas dans ma valise. Et c'était pas la première fois que ça m'arrivait, vous allez voir venir. J'ai découpé mes 2 manches l'une sur l'autre. J'ai bien tiré mon tissu, il m'en restait très peu, j'avais pile poil pour rentrer les manches. Vous devinez peut-être ce que je vais vous annoncer. Le tissu du dessous était pas exactement à la même hauteur que le tissu du dessus, ce qui fait que quand j'ai découpé mes manches, la manche du dessus était très bien, mais la manche du dessous, il manquait un morceau à la tête de manche. J'étais ravie. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé pour remédier à ça? Comme c'est de la maille, comme c'est extensible, je me suis dit que j'allais retailler un petit peu la tête de manche et que j'ai tiré un petit peu à la couture. Ça a fonctionné très bien, comme vous pouvez voir, mes manches sont très bien. Et en parlant des manches, j'oublie souvent de vous parler de mes modifications parce que pour moi, c'est tellement ancré dans ma tête, c'est tellement logique parce que je le fais quasiment à chaque blouse que je couds ou à chaque t-shirt, presque, suivant les marques. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'épaule, là, à ce niveau-là, qui m'arrive ici. Donc en général, j'enlève 2 cm au niveau de l'épaule, de la ligne d'épaule, parce que sinon j'ai mon t-shirt qui m'arrive ici. Et sur celui-ci, c'est la seule modification que j'ai fait, quoique non, j'ai rallongé le buste de 4 cm. Parce que, encore une fois, dû à mon ventre et à ma poitrine, ça fait remonter sur le devant. Donc cette fois-ci, j'ai prévu le coup à l'avance et j'avais rajouté 4 cm. Pour le coudre, donc j'étais au gîte couture, j'ai pu utiliser la super surjeteuse de Marion. Donc les coutures sont super belles, nickel. Et par contre j'ai aussi utilisé sa machine pour faire les points à l'aiguille double. Et là par contre j'ai pété son aiguille, je suis désolée Marion. J'arrivais pas à faire mes réglages et je pense que j'ai pas assez allongé mon point et j'ai pété l'aiguille. Ah sinon j'ai encore une autre anecdote sur ce top. Je vais
me déshabiller, attention j'ai un t-shirt en dessous, pour pouvoir vous montrer ce qui est arrivé à Stop. Je suis rentrée chez moi après le week-end couture et j'ai laissé passer quelques jours et puis je me suis dit bon il faudrait que je fasse mes boutonnières pour pouvoir mettre les boutons prévus dans la box. Sauf que impossible de trouver mes boutons, donc je me suis dit j'avais des pressions comme celle-ci, en nacre, je me suis dit bon je vais essayer de poser des pressions en nacre. Je les ai déjà utilisées plusieurs fois sur d'autres projets et j'ai du mal à les poser. En général je casse la nacre en appuyant pour fermer la pression, la nacre se casse. Donc je me suis dit bon je vais retenter, je vais essayer quand même sur celle du bas pour commencer. Comme ça si ça marche pas, bah tant pis ça se verra un petit peu moins. J'ai très bien fait de commencer par celle du bas. Ça c'était un conseil de Laurie pour les boutonnières mais ça marche aussi pour les pressions. Commencez par le bas. J'avais donc 5 pressions, pas une de plus, donc je pouvais pas me louper et je pouvais pas non plus en rajouter une tout en bas. J'ai quand même choisi de mettre celle-ci. Et ma première pression, bah j'arrivais pas à la fermer, j'arrivais pas à appuyer, je forçais et tout. Puis j'ai fini par réussir. Bon, elle me dit très bien, je vais voir si ça ferme. Parce qu'en fait le côté de la pression, la partie mâle, j'arrive très bien à la poser. Ça se ferme très bien sans souci. Mais cette partie-là, à chaque fois impossible. Et en fait je peux pas fermer ma pression. Je peux pas. Et en fait, j'ai regardé un tuto, je me suis dit, bon allez, je vais re-regarder une vidéo pour voir si je trouve comment poser la pression. Et il s'avère que la partie du dessous, là, je l'ai mis dans le mauvais sens. Et c'est pour ça que ma pression ne ferme pas. Donc toutes les suivantes, je les ai posées nickel. J'arrive à fermer mes pressions. Mais j'ai la dernière, celle du bas, qui reste ouverte. Donc quand je porte les boutons au niveau du dos, ça me gêne pas du tout parce que je porte des tailles hautes et ça m'arrive à peu près à la taille. Donc c'est pas gênant. Mais sur le devant, ça tombe un peu haut. On peut pas, ça descend pas assez, mais je montrerai en vidéo. Ça descend pas assez bas, je suis mal à l'aise, donc c'est pour ça que je mets un t-shirt en dessous, un débardeur. Mais j'ai racheté des pressions nacrées. Si jamais vous savez comment défaire une pression, dites-le moi dans les commentaires. Ah bah là, en direct, je sais pas si vous avez entendu, ma pression vient de tomber. Donc, c'est bon, j'ai plus besoin de la réponse. Enfin si, ça serait quand même intéressant de savoir comment défaire une pression si jamais on se loupe. Parce que c'est des pressions en métal, c'est pas celle en plastique. Celle en plastique, j'avais trouvé des tutos pour le faire. Mais là, bon c'est parfait. J'ai acheté des pressions aujourd'hui, je vais pouvoir la remplacer, la mettre dans le bon sens et en rajouter une tout en bas. Donc c'est merveilleux. Je suis très contente. On va pouvoir passer au projet suivant, qui est la robe MS Sylvia. Donc c'est une robe toujours de chez Munasu, c'est la box de septembre. Elle va aussi du 34 au 58. Elle possède un buste doublé, des pinces au niveau du dos et des plis au niveau de la poitrine. Elle a une magnifique encolure carrée, j'adore, des manches cloches et une jupe toute simple. Il y a aussi une fermeture éclair qui se place sur le côté, donc je trouve ça très bien, vachement mieux que la dernière fois la robe avec la fermeture éclair dans le dos. Pour moi, je trouve ça plus pratique d'avoir la fermeture sur le côté, mais encore une fois vous allez voir j'ai pris une taille 56 parce que je suis entre le 54 et 56 maintenant, hein, malheureusement. Je passe la robe sans enlever la fermeture, j'ai toujours un souci avec ça. Si je prends plus petit, c'est trop petit. Et si je prends au-dessus, j'ai pas besoin d'ouvrir la fermeture. Donc s'il y en a qui l'ont cousu, dites-moi si ça vous fait pareil. Mais bon, j'ai pas besoin de la fermeture éclair. J'ai pu coudre ma robe dans le tissu prévu dans la box, sauf que j'ai dû la doubler au niveau du buste avec un autre tissu viscose que j'avais bleu, donc ça tombe très bien, j'avais beaucoup de métrage. Et j'ai pu faire toute ma robe dans le tissu. Je l'ai rallongée de 5 cm au niveau de la jupe, j'ai raccourci de 2 cm au niveau des épaules, et c'est tout ce que j'ai fait. Ah si, j'ai rajouté aussi quelques centimètres au niveau du buste, parce qu'en général, quand les robes doivent tomber au niveau de la taille, à cause de la poitrine, ça remonte. Et cette fois-ci, je sais pas si j'ai très bien fait. Vous me direz par rapport aux vidéos et aux photos. Je pense que je l'ai peut-être trop rallongée parce que celle-ci devait peut-être se porter plutôt sous la poitrine que au niveau de la taille. C'est un détail, je la porterai quand même. J'aime beaucoup le tissu qui est un twill de viscose, si je me trompe pas. C'est ça, c'est bien un twill de viscose. Donc je l'ai cousu un petit peu tard cette robe, mais je pense quand même la porter en automne avec des collants. Ensuite, je vais passer à la plus grosse partie, les manteaux, donc femmes et hommes.
Je vais commencer par le mien parce que j'en meurs d'envie. J'ai cousu le manteau Olga de chez Munasu. Oui, encore Munasu. Qui va du 34 au 58. Je l'ai choisi parce que j'avais besoin de coudre un manteau rapidement parce qu'il commence à faire froid et que le mien ne me va plus et en plus il est tout abîmé. Donc il m'en fallait un nouveau qui prenne pas trop de temps à coudre pour pouvoir le porter rapidement. Donc le manteau Olga, c'est un manteau accessible aux débutants, avec un large col-châle qui se finit en pointe, très élégant, ceinturé à la taille et qui est tout droit, tout simple. Aucune difficulté à le coudre, si ce n'est l'incrustation au niveau du col qui est à faire au tout début. Et vous avez une vidéo pas à pas sur YouTube, vous ne pouvez pas vous tromper, en plus vous avez des repères, donc si vous suivez bien vos repères, vous pouvez y arriver. Ce manteau est doublé, donc c'est parfait. Il lui manque des poches, il n'y avait pas de poches sur le patron de base, mais il propose un tuto pour rajouter des poches. Tuto que j'ai regardé un peu trop à la hâte. Ce qui fait que quand j'ai voulu rajouter mes poches, j'étais là mais c'est bizarre, je crois pas qu'ils disent à quel endroit il faut poser les poches. Donc j'étais en train de voir par rapport à moi où est-ce qu'il fallait que je les place. J'ai re-regardé le tuto et en fait c'est précisé. Donc lisez bien, ne faites pas comme moi. Et encore, je les ai posées un petit peu trop basses. Mais je vous avoue que j'ai eu un petit peu la flemme de le défaire pour remonter les poches. C'est pas très grave et c'est légèrement bas, je peux quand même mettre ma main dedans, ça va. Au niveau des modifications, j'ai comme d'habitude rétréci au niveau de l'épaule. Là ça fait 3 fois dans la vidéo que je le dis, je pense que là vous avez retenu. De 2 cm encore, bah, c'est toujours ça. Et pour une fois, j'avais pas envie de faire cette modification, je me suis dit c'est un manteau. En plus avec l'incrustation du col, le patron est fait d'une certaine manière que au niveau de l'épaule c'est difficile à modifier, ou en tout cas pour moi c'était compliqué à visualiser à quel endroit je devais réduire. Donc j'ai fait d'abord une toile sans modifier et bah j'avais l'épaule qui arrivait là, c'était vraiment pas joli, donc je me suis dit bon tant pis, je vais voir ce que je peux faire, comment modifier pour rétrécir cette épaule parce que bah, c'était trop long. Donc j'ai réussi à enlever mes 2 cm, j'ai pas eu de problème particulier. J'ai aussi rajouté 2 cm au niveau du biceps parce que en remontant un petit peu mon épaule, bah, ça serrait un peu au niveau du bras. Donc je l'ai élargi, même peut-être un peu trop, mais c'est pas grave, je préfère être confortable. Tout va bien, je passe mon manteau sans souci, je peux bouger sans être étriquée, je peux même mettre un gros pull en dessous sans problème. J'ai rajouté des passants sur les côtés parce qu'on m'avait prévenu que la ceinture risquait d'être un peu trop longue. Mais j'ai quand même fait la longueur de ceinture indiquée parce que je me suis dit si je veux faire un nœud, il vaut mieux que ce soit long. Et j'aurais dû la raccourcir un tout petit peu. J'ai donc rajouté des passants sur les côtés parce que si on laisse le passant que dans le dos, là c'est sûr que ça fait une traîne. Hein. La ceinture elle traîne par terre, c'est pas possible ou alors il faut l'enlever. Donc avec ces passants c'est mieux. Et quand je descends l'escalier, je passe quand même la serpillière avec les ceintures des deux côtés. Donc je pense qu'il faut penser à faire un nœud dans le dos quand on ceinture pas. Ou alors à raccourcir la ceinture. Parce que sinon, bah, je suis peut-être pas assez grande aussi. Hein. Ça risque de traîner par terre. À part ça, je l'ai trouvé vraiment super à coudre. Ce que j'ai fait comme bêtise, entre guillemets, c'est que je devais pas être assez concentrée. Quand j'ai coupé ma doublure, j'ai oublié de replier le bas de la manche. Puisque la doublure doit être plus courte. Donc ma doublure manche est plus longue. C'est pas très grave. Ce que j'ai fait aussi, qui n'est pas indiqué dans le patron, mais que j'avais appris grâce à Bérangère de la chaîne Couture et Paillettes, quand j'avais cousu mon manteau au Piorn avec ses vidéos, elle propose de glacer les coutures. Donc si vous ne savez pas ce que ça veut dire, elle l'explique très bien. C'est faire une couture invisible au niveau de la parmenture du manteau. Je l'ai passé pour que ce soit plus facile à visualiser. Vous pouvez voir que ici, c'est tenu par ma petite couture invisible. Alors ça se voit absolument pas, je vous ferai un zoom dessus. Comme ça, quand je ferme mon manteau, j'ai pas besoin de faire attention à ce que ça se place bien à ce niveau-là. Comme c'est cousu, ça risque pas ni s'ouvrir, ni se déplacer pour se mettre comme ça, vous voyez. Ça peut arriver que la couture, en le passant rapidement, se décale et qu'il y ait la parmenture qui dépasse du manteau. Bah là, c'est pas possible puisque c'est cousu en point visible. J'aurais pu le faire aussi au niveau des manches. Mais mon manteau marquait bien au fer. Merci à tous vos conseils de celles qui étaient sur Twitch pendant que je l'ai cousu, qui m'ont conseillé une pâte mouille. Ça a très bien fonctionné. Le pli est marqué parfaitement.
Et on voit que ma doublure est un peu trop grande, mais ça dépasse pas quand même. Hein. Donc au niveau de la longueur des manches, j'ai pas du tout modifié. Et on voit que si je tends les bras, c'est très bien. Donc je suis vraiment ravie de ce manteau. J'adore le col, j'adore la longueur du manteau. Vraiment là, c'est très cocooning pour quand il va faire très froid. Je sais que je serai à l'abri. Ah oui, je vous ai pas parlé de la magnifique doublure. Parce que comme il était discret à l'extérieur, je me suis dit que j'allais mettre encore une jolie doublure comme pour mon manteau précédent. Et en fait la couleur est quasi la même que mon manteau opium. Sauf que cette fois-ci je me suis embêtée à rajouter du passepoil. Bon, je suis très contente de l'avoir mis, mais j'ai galéré. Je vous avoue que le poser correctement, au millimètre près, pour que ça dépasse pas, pour qu'il reste pas un petit morceau, c'était casse-pied. En plus, je vous mettrai des photos, j'avais Pitou, mon petit chat, qui est très mignon, qui est adorable, qui aime vraiment se coucher sur mes projets couture pendant que je suis en train de coudre. Donc j'étais en train de poser mon passepoil, il était couché sur la doublure. Je le poussais pour mettre la doublure ailleurs, il se recouchait dessus. C'était un calvaire. En plus ce manteau il m'a coûté très peu cher entre guillemets parce que j'ai utilisé un tissu de chez Dries & Stoffen qui était à 6 € le mètre. J'ai utilisé 3 mètres au lieu des 3,80 m préconisés. Donc j'en avais pris plus au cas où, enfin comme on peut prendre que 50 cm par 50 cm, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, j'avais pris plus de métrage, j'avais pris 4,50 m. Bon, j'ai bien fait parce que comme il me reste 1,50 m, je vais pouvoir faire une cape dedans. La doublure aussi, il m'en reste, donc je vais pouvoir la réutiliser. C'est vraiment un grand métrage qui me reste, donc je vais pouvoir en faire quelque chose. Et si je calcule, ce manteau me revient à 26 €. 26 € un manteau, je sais pas où on a vu ça. Encore, j'ai pas compté le prix du patron. Donc si on rajoute le prix du patron, je crois que c'est 11 €. Ça fait 37 €. C'est hyper raisonnable pour un manteau. Le manteau pour mon chéri a coûté un petit peu plus cher, mais toujours raisonnable. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce manteau. En tout cas, mon avis est super positif. Maintenant, on va passer au manteau pour mon chéri. J'espère qu'il aura accepté de faire une petite vidéo, sinon je vous mettrai des photos. Donc c'est le Men's Forester Coat de chez Twig & Tell, qui est en anglais, mais qui est vraiment très simple. Il va du 32 au 60, donc c'est ça qui a été difficile, c'était trouver un manteau en grande taille pour homme, c'est un calvaire. J'ai trouvé, je le garde ce manteau, je lui ferai plusieurs versions s'il faut, mais il est génial. J'ai gradé entre deux tailles, entre le buste et la taille, j'ai gradé entre deux tailles, mais c'est la seule modification que j'ai fait. Si j'ai raccourci les manches, mais j'aurais peut-être dû les affiner un petit peu. J'avais peur que ça soit trop serré au niveau du biceps, donc je ne l'ai pas fait. Moi, personnellement, je trouve que ça fait un effet un peu large, mais lui, il trouve pas. Donc, tant mieux, c'est très bien. C'est donc un manteau droit, tout simple, mais avec quelques petits détails. Il possède un col. Vous pouvez faire plusieurs finitions différentes, dont avec fermeture éclair, bouton pression. Il y a un empiècement au niveau des épaules et du dos. Il est doublé. Il y a une petite ceinture dans le dos ainsi qu'au niveau des manches. Et une patte rapportée, je ne sais pas comment ça s'appelle, sur le devant qui permet soit de cacher la fermeture éclair, soit de poser les boutons ou les boutons pression. Ainsi que des poches passepoilées qui sont super jolies. Il y a aussi la possibilité d'ajouter des modifications pour pouvoir porter un bébé, enfin, je trouve ça top. Il y a aussi une capuche, plusieurs formes de capuches, enfin il y a pas mal de modifications à faire. Comment matelassser son tissu, il y a pas mal de choses. C'est très bien expliqué, même si c'est en anglais, il y a plein de schémas, plein de photos, c'est très détaillé. Et même sans lire, on peut comprendre au niveau des photos. Le manteau possède des découpes, alors c'est pas des découpes princesses parce que c'est pour hommes, mais il y a des découpes à ce niveau-là devant et dos que je trouve vraiment très jolies, qui font leur effet, ainsi que la découpe du dos et des épaules. Je trouve que ça finit très bien le manteau. J'ai pas eu de difficulté à le coudre, surtout que j'avais choisi un tissu qui était pas trop épais. C'est un velours de laine qui vient de chez Benitex, la doublure aussi, une doublure toute simple. Pour l'occasion, j'ai attrapé mon mannequin pour vous montrer un petit peu l'allure. Parce que le noir c'est difficile à montrer en vidéo. Donc la doublure que je suis un peu déçue parce qu'elle se froisse très facilement.
Après bon bah voilà, c'est du noir, on voit pas, je suis désolée. J'essaierai de vous faire des photos ou des vidéos plus près. Hop. Donc là on a la découpe. Ainsi que dans le dos à ce niveau-là. La ceinture boutonnée dans le dos. Et les manches pareil avec la petite ceinture, je sais pas comment ça s'appelle. Le bracelet de manche avec le bouton. Donc pour vous en parler un petit peu plus en détail, j'ai eu aucune difficulté à le coudre, aucune difficulté au niveau des crans, tout tombait bien. J'ai pas eu d'embus, j'ai pas eu de soucis. J'ai vu une technique différente par rapport à celle de Munasu pour poser la doublure. Parce que pour celui-ci, on vous fait laisser un espace non cousu en bas du manteau et on vous fait pas coudre les manches. Donc on coupe pas les manches et on referme tout le tour du manteau pour faire une surpiqûre. Donc les manches, on est obligé de replier et de passer au fer pour marquer le pli, puis de faire une surpiqûre. C'est une finition comme une autre, c'est faisable. J'ai pas aimé plus que ça, j'ai préféré la technique de Munasu. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais bon là je vous parle des deux en même temps. Dans la technique de Munasu, on laisse un espace au niveau de la doublure de la manche droite ou gauche, comme vous voulez. On coud tout l'extérieur, on surpique pas. Et il y a une petite technique pour passer les manches à travers et les coudre bien correctement sans qu'il y ait de couture apparente. Donc je vous laisse voir sa vidéo, elle explique très bien. Moi je vois pas comment vous expliquer ça sans support. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Quand il y a une doublure au niveau des manches, il y a une petite manip à faire pour les coudre, pour pouvoir passer les mains sans avoir la main qui se coince parce qu'on s'est trompé, parce que la manche a vrillé. C'est peut-être arrivé à certaines d'entre vous. Donc vous voyez peut-être de quoi je parle. Donc sa technique est super. Et ensuite on n'a plus qu'à refermer la doublure manche à la main ou à la machine. De toute façon c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Donc j'ai préféré cette technique plutôt que refermer l'extérieur puis marquer le pli, surtout si on a un tissu qui marque pas très bien. C'était pas hyper pratique. C'est le seul reproche que j'ai à faire. Hein. Et après, j'ai un autre reproche, mais ça c'est à moi et à ma machine, c'est au niveau des boutonnières, parce que mon chéri voulait des boutons, donc je lui ai acheté des gros boutons. J'ai fait des tests parce que à un moment je m'étais trompée pour le petit bracelet au niveau de la manche. Je me suis trompée plusieurs fois de sens, parce que comme mon tissu a un sens au niveau des poils, je pouvais pas mettre les poils vers le haut, rebrousse-poils, c'était moche. Et je m'étais trompée, donc j'en ai recousu deux. Et j'ai pu me servir de ça pour faire les tests pour les boutonnières. Nickel la boutonnière, ça fonctionne. Je teste sur mon manteau, j'écoute Laurie, je commence par le bas. Ça me fait une boutonnière comme ça alors que mes boutons sont comme ça. Je refais un test sur mon tissu test. Ça fonctionne très bien. Je fais sur la deuxième boutonnière du bas. Miracle, ça marche. Youpi. Je dis allez, c'est bon, on continue, on fait la troisième. Non, non Anaïs, faut pas trop prendre la confiance. Non, ça m'a fait une boutonnière à moitié. Parce qu'en fait, je pense que les griffes voulaient pas entraîner de l'autre côté. Donc ça me faisait un aller et ça voulait pas me faire le retour. Donc j'ai mis du thermocollant hydrosoluble, ce que j'utilise sur la viscose ou le coton, ça fonctionne très bien. Je me suis dit, bon bah là, ça devrait marcher. Non, ça a encore pas marché. Obligée de découdre. Donc comme il y avait le thermocollant, ça a été plus facile pour découdre. Mais sur celle où il n'y en avait pas, comme c'est noir sur noir et que c'est très serré comme point, j'ai pas pu les défaire, donc c'est affreux. J'en avais tellement marre, j'étais désespérée. Je me suis dit tant pis, je vais quand même tester celle du haut, de toute façon, perdu pour perdu, je vais la faire. Non, bah ça n'a pas marché non plus. Hein. Même j'ai essayé avec du papier sulfurisé, j'ai tout fait, j'ai élargi mon point, machin et tout. Ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai trouvé une autre technique pour camoufler tout ça. C'est dommage, hein. Mais du coup, les boutons que j'ai cousus sur les manches et sur le dos, j'ai pas fait de boutonnière, je me suis pas risquée à recommencer, non, non. J'ai cousu le bouton, c'est-à-dire que c'est une fausse boutonnière, c'est de la triche. Par contre, sur le devant du manteau, je peux pas faire ça. Je peux pas lui accrocher les boutons, sinon il va le passer par la tête, il pourra pas ouvrir son manteau. Ça serait un peu dommage. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée acheter des pressions comme ça. Et par-dessus, pour camoufler le fait que j'ai fait des boutonnières qui sont moches, je vais coudre les boutons, comme ça cachera les dégâts. Donc je pense que ça se verra quand même peut-être un tout petit peu. Après c'est noir sur noir, je regarde par là parce qu'il est en face de moi, donc voilà. Ouais, je suis déçue pour ça, j'ai gâché le manteau à cause des boutonnières. Alors que tout le reste est nickel, je suis très contente. Donc là on est tous les deux
en manteau fait main. Pour le manteau de mon chéri, j'en ai eu pour environ une 50aine d'euros. Après, si on compte les pressions en plus, on va dire 52, 53, mais une 50aine d'euros. Ce qui est aussi très raisonnable pour un manteau de cette qualité. Je me lance des fleurs. Donc voilà pour mes péripéties. J'espère que ce bilan couture qui aura un petit peu tardé vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois et bonne couture!